rendez-vous de l'économie sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, l'Égypte avait-elle encore le choix? Pour endiguer son déficit, il fallait sans doute réduire certaines subventions. Le gouvernement n'a pas fait dans la dentelle ce week-end. Plus 42% pour les tarifs de l'essence. Doit-on s'attendre à une nouvelle vague de mécontentement? Les détails et l'analyse dans un instant. Et puis non seulement elle coûte cher à l'économie mondiale, mais en plus elle détruit toute perspective de développement, d'investissement et même d'avenir pour des régions entières. La piraterie est combattue avec détermination au niveau international, avec des résultats ces dernières années. Illustration en Somalie, l'un des pays les plus touchés par ce fléau. Ce sera en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le point d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique avec l'ouverture ce lundi à Paris de la 3e conférence sociale du quinquennat de François Hollande. Patronat, syndicats, 300 acteurs de la vie sociale étaient attendus à partir de cet après-midi au Palais d'Iéna. Lors des ateliers, des tables rondes en compagnie des ministres, il s'agira de fixer la feuille de route sociale pour l'année à venir et faire avancer dans les faits le pacte de responsabilité. Un rendez-vous marqué cette année par un taux de chômage record, 3,3 millions de Français sont sans activité et par un dialogue social aussi rendu difficile ces derniers temps par les décisions du gouvernement et notamment sur la baisse des charges. C'est devenu l'une de ses destinations préférées. 7e visite en Chine pour Angela Merkel en 9 ans. Hier, la chancelière allemande a entamé à Pékin un séjour de 3 jours. L'objectif est de renforcer les relations économiques. La Chine reste le premier exportateur de biens allemands, 67 milliards d'euros l'an dernier. Et l'Allemagne est aussi le premier marché de la Chine. En Europe, 73 milliards. Le Premier ministre chinois a profité de l'occasion pour confirmer l'accélération de la croissance dans son pays au 2e trimestre, se disant confiant quant à l'objectif pour cette année, plus 7,5%. Après nos efforts, les performances économiques de la Chine pour le second semestre ont progressé depuis le début 2014. Cependant, nous ne pouvons pas diminuer nos efforts. Nous devons continuer à renforcer, à affiner et à réglementer. Et sachez que Volkswagen, numéro 2 mondial des constructeurs, a annoncé ce matin la construction de 2 nouvelles usines en Chine pour 2 milliards d'euros. Le groupe veut doper sa production sur ce marché chinois, on sait, en plein essor. Et non loin de là, au Japon, c'est une page qui va peut-être se tourner. Malgré les réticences dans l'opinion publique, Tokyo s'apprête à redémarrer 2 de ses 48 réacteurs nucléaires. Ils sont à l'arrêt depuis 3 ans et la catastrophe de Fukushima. Une réunion de l'autorité de régulation du secteur nucléaire est prévue mercredi. Elle devra étudier l'éventuelle certification de réacteurs situés dans le sud-ouest pour une réouverture à l'automne. Ces fermetures de centrales nucléaires, on le rappelle, ont considérablement augmenté la facture énergétique du Japon, mettant à mal sa balance commerciale. Et en parallèle, sachez que le Japon et Israël ont signé en fin de semaine dernière un accord économique sur la recherche et le développement. Il a été conclu à l'occasion de la visite en Israël du ministre japonais de l'économie, Toshimitsu Motegi. Son homologue israélien, Naftali Bennett, s'est réjoui de ce renforcement des liens bilatéraux qui marque, selon lui, un changement de cap de la politique japonaise en matière de relations avec Israël. Les exportations israéliennes s'établissaient l'an dernier à environ 760 millions de dollars vers le Japon. En bref, en Inde, le nouveau gouvernement dirigé par le nationaliste hindou Narendra Modi a dévoilé hier son premier budget. L'occasion de clarifier les défis du pays confronté à une croissance en recul, à une forte inflation et à des finances publiques fragilisées. Je pense que l'idée principale devrait être davantage centrée sur la consolidation budgétaire, ce qui veut dire qu'il faut absolument essayer d'équilibrer les recettes et les dépenses pour que le déficit se limite autour des 4%. Cuba restera sur la voie d'une libéralisation, mais à un rythme modéré. Hier, le président Raúl Castro l'a réaffirmé devant le Parlement. Malgré des résultats en demi-teinte, les réformes d'ouverture au marché entamées il y a 6 ans maintenant se poursuivront. Mais toujours, précise-t-il, dans un idéal socialiste. La croissance reste faible à Cuba, avec toutefois des progrès pour l'agriculture et le tourisme. Depuis le premier semestre, l'économie cubaine a maintenu une croissance discrète. Le produit intérieur brut a augmenté de 0,6%, ce qui témoigne d'un ralentissement de la croissance dû à l'insatisfaction des exportations, aux conditions climatiques ainsi qu'aux insuffisances des gestions économiques.
Voilà, et puis des négociations cruciales pour l'Argentine. C'est aujourd'hui qu'une délégation du gouvernement, conduite par le ministre de l'économie Axel Kicillof, devait rencontrer à New York un médiateur chargé de faciliter le dialogue avec des fonds spéculatifs, des fonds à qui Buenos Aires doit rembourser 1,3 milliard de dollars de dettes. Les deux parties ont jusqu'au 30 juillet pour s'entendre, faute de quoi l'Argentine se retrouvera sans doute en défaut de paiement. L'état des finances de l'Égypte l'exigeait sans doute, mais la fragilité du contexte sociopolitique le permettait-il? Le président Al-Sisi et son gouvernement ont donc appliqué ce week-end une mesure que n'ont pas osé leurs prédécesseurs, une hausse drastique des tarifs de l'essence. Mais à quel prix les autorités vont-elles payer cette décision de toute façon impopulaire? On sait que les soulèvements de ces dernières années ont été nourris en grande partie par des motifs économiques. Anthony Lesme. Voici venu le temps de l'austérité en Égypte. Et le nouveau président élu, l'ex-général Abdel Fattah al-Sisi, a décidé de couper radicalement les subventions d'État concernant le carburant. Des subventions qui, avec l'aide alimentaire, représentent 30% du PIB. Objectif, réduire le déficit public de 15 à 10%. Quel impact aura cette mesure sur une économie en souffrance? Suite aux troubles politiques, touristes et investisseurs ont fui le pays. Mais pour le Premier ministre Ibrahim Mahlab, les coupes budgétaires ne vont pas pénaliser les plus pauvres, bien au contraire. Ce gouvernement n'est pas contre les pauvres. Ce gouvernement veut au contraire arranger la situation. Regardez dans quel état sont nos hôpitaux. Les subventions accordées au carburant et à l'électricité ont coûté au pays plus de 5 milliards d'euros. Gardez à l'esprit que l'Égypte n'a pas 5 milliards. Nous allions emprunter avec intérêt et nous n'aurions pas été en mesure de rembourser. Les coupes ont augmenté en moyenne de 50% le prix des carburants. Le litre de gasoil est passé de 15 à 25 cents de dollars. Un prix qui peut paraître dérisoire comparé à d'autres économies, mais dans un pays où environ 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est une hausse significative. Ces premières mesures de l'Air-Sisi ont envoyé des ondes de choc dans tout le pays, et notamment dans le domaine des transports. Taxis et routiers ont alors bloqué les routes près du canal de Suez. Les classes populaires sont les plus touchées par cette décision. En augmentant le prix de l'essence, vous augmentez le prix du transport. Tout va coûter plus cher et personne n'aura rien en retour. Le président Sisi a décidé une hausse des taxes sur le tabac et l'alcool. Est également au programme du gouvernement égyptien un impôt sur les gains en capital et une hausse des prix de l'électricité au cours des 5 prochaines années. Voilà, alors pourquoi de telles mesures maintenant? On sait qu'on est au lendemain de la présidentielle et on sait que l'Égypte reste un pays où les tensions sociales peuvent très vite déborder. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Yves Moisseron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'IPAG. Alors ce mécontentement semble inévitable dans un pays où les subventions, on le sait, sont indispensables pour une bonne partie de la population. Quel impact immédiat peuvent avoir de telles mesures sur la réalité, sur le climat socio-économique en Égypte? Alors c'est un impact qui est toujours potentiellement extrêmement dangereux pour le gouvernement égyptien parce que s'il touche aux subventions, il risque simplement d'affecter directement le revenu d'une population qui est déjà très largement très pauvre. La moitié de la population vit quasiment avec moins de 2 dollars par jour et donc quasiment au seuil de pauvreté. Alors le choix du gouvernement, c'est soit de toucher aux subventions sur le pain, soit sur l'énergie. Et ces deux postes représentent à peu près 30% 30% du budget de l'État. Il faut se rendre compte que c'est absolument considérable. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de s'attaquer à l'énergie, augmentation de 50% des prix de l'essence, qui ne touche pas l'ensemble de la population, mais qui affecte quand même une très grande partie, puisque les gens se déplacent en taxi, en microbus, etc. Et donc, ça aura un impact qui peut effectivement accroître des tensions sociales. Et sur les finances de l'État, vous pensez que ça peut directement contribuer à une amélioration, moins de déficit? Pour les finances de l'État, ça va être difficile. En fait, il faut savoir que les subventions représentent 30% du budget de l'État, mais ce depuis des décennies. Et que l'économie égyptienne est un peu coincée dans cette histoire de subventions. Alors l'idée, ce serait effectivement de les diminuer, d'arriver à une plus grande vérité des prix. Il faut savoir que les prix de l'essence sont parmi les moins chers au monde. Ça représente ça n'a aucun rapport avec le coût effectif de l'énergie. Mais ça fait partie des équilibres stabilisants sociaux en Égypte. Et donc y toucher, c'est remettre en cause des équilibres précaires. Alors là, le général Sisi profite du fait qu'il vient d'être élu pour commencer à s'attaquer à ce problème.
Et il faut dire aussi une autre chose, c'est qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'inflation, 12%, donc une augmentation de 50% du prix de l'essence, ça ne représente pas forcément grand-chose, parce qu'au bout de 3 ans, finalement, les prix ont rattrapé à peu près cette augmentation. Donc c'est pas sûr que ça ait un impact sur les finances publiques. Ouais. Et en quelques mots, d'un point de vue global sur l'économie égyptienne, est-ce que cette hausse des prix, au final, elle ne va pas ralentir la consommation, la croissance, et donc finalement un effet inverse de celui qui est espéré? Oui, mais je ne suis pas sûr que l'économie égyptienne soit tirée par la croissance. Elle est plutôt tirée par des rentes externes comme les recettes du canal de Suez, le tourisme et d'autres éléments. Donc là, simplement l'économie égyptienne est en crise depuis maintenant 3 ans et donc ça n'aura qu'un faible impact. Merci beaucoup Jean-Yves Moisseron pour toutes ces explications. Allez, deuxième dossier, on le sait, les menaces sécuritaires sont les ennemis de l'investissement, du développement. La piraterie est l'un de ces fléaux qui freinent l'essor de l'économie africaine. La Somalie a saisi les enjeux de la stabilité dans ses eaux territoriales. Dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde, l'un des objectifs est de décourager les jeunes de s'aventurer sur une filière aussi juteuse à court terme que contre-productive à long terme. Johanna Citruc. Au niveau mondial, la lutte commence à porter ses fruits. Les attaques de pirates en mer ont atteint leur plus bas niveau depuis 6 ans, une baisse de 40% depuis 2011. Pourtant, le piratage coûte encore très cher à l'économie mondiale, environ 18 milliards de dollars chaque année. La Corne de l'Afrique et les côtes somaliennes sont parmi les zones les plus touchées par ce fléau. À Mogadiscio, une association de jeunes s'est réunie pour l'éradiquer. Leur principal outil, la sensibilisation. Une partie des efforts en vue d'éliminer la piraterie peut se focaliser sur la sensibilisation des autres jeunes. Il faut leur conseiller de ne pas se diriger vers cette mauvaise voie. Ils ont tendance à être attirés par la piraterie à cause du manque de bonne gouvernance. Nous devons utiliser les médias pour aider ces personnes à comprendre la loi, l'ordre et comment fonctionne l'État afin qu'elles puissent revenir dans la bonne direction. En Somalie, un des pays les plus pauvres du monde, de nombreux jeunes sont sans emploi. La piraterie est donc pour eux un moyen comme un autre de gagner leur vie. Selon un récent rapport mené conjointement par l'ONU, la Banque mondiale et Interpol, entre 2005 et 2012, les rançons auraient rapporté à ces malfaiteurs entre 339 et 413 millions de dollars. Le résultat de la réunion est premièrement que pour combattre la piraterie, nous avons besoin que la communauté internationale soutienne le gouvernement de Somalie. Et puis deuxièmement, nous avons besoin, pour faire face à la question du chômage, de créer des alternatives d'emploi pour les jeunes. Et troisièmement, la campagne, la communication qui explique que le piratage est illégal et une activité criminelle devrait être beaucoup plus intense. Plus que de lutter contre la piraterie, l'objectif est donc de s'attaquer au cœur du problème, la situation économique de la Somalie. Le redressement du pays a débuté, mais il s'avère plus long et laborieux que prévu. En 2010, le PIB somalien était estimé à seulement 5,8 milliards de dollars. C'est plus de 2500 fois moins que le PIB des États-Unis la même année. Voilà, en tout cas, on semble être parti sur la bonne voie du côté de la Somalie. Et on passe au Media Watch. Et le Media Watch qui sait aussi corriger les fausses informations, les fausses rumeurs. Jeudi, nous évoquions la soi-disant promesse des joueurs de l'équipe de foot d'Algérie de verser leur prime du mondial aux habitants de Gaza. Bonjour Johanna Citruc qui nous rejoint. David. Alors l'info a été démentie. Oui, des primes donc de 9 millions de dollars pour les 23 sélectionnés. Mais en fait, il s'agit d'un quiproquo, comme l'explique France Football. C'est une chanteuse des Émirats Arabes Unis qui s'appelle Alam qui avait promis d'offrir à l'équipe d'Algérie, au Fennec, la somme de 10 000 dollars par but marqué lors de la rencontre avec l'Allemagne en 8e de finale donc. Mais lorsque les footballeurs ont été interrogés à ce sujet par les médias, certains ont répondu « Nous n'en avons pas besoin, cela serait mieux de les reverser aux enfants de Gaza », d'où la confusion.
Ouais, ça change pas mal de la version du début. Alors, autre actualité sportive, Johanna, il n'y a pas que le mondial en ce moment, il y a le Tour de France qui a débuté samedi d'Angleterre et la course est plutôt rentable, visiblement. Alors oui, économiquement, évidemment, le grand gagnant, c'est l'organisateur de la course, le groupe Asso, qui est Amaury Sport Organisation. Et pourtant, contrairement à d'autres événements sportifs, comme la Coupe du Monde actuellement ou encore les Jeux Olympiques, la compétition est libre d'accès, c'est-à-dire que les spectateurs ne sont pas obligés de payer un billet pour y accéder. Et malgré ce manque de recettes, le chiffre d'affaires d'Asso tourne autour de 150 millions d'euros, une somme majoritairement récoltée grâce aux droits de retransmission payés par les chaînes de télévision. Les deuxièmes grands gagnants qui sont des grands gagnantes, ce sont les villes-étapes, dont les investissements pour pouvoir accueillir ces spectateurs peuvent être multipliés par 10 et parfois plus. Il s'agit de villes de départ et d'arrivée. Et puis les autres grands gagnants, grands gagnantes aussi, ce sont les compagnies qui suivent la course, car pendant un mois, elles multiplient les opérations marketing sur le terrain auprès de clients plutôt réceptifs grâce à l'engouement que suscite le Tour de France. Malgré la Coupe du Monde. Merci beaucoup Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La France et l'été social seront notamment au programme. Restez avec nous, l'information continue.